La capitale des Balanzans, au rythme de la 19e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. 32 pays prennent part à ce rendez-vous culturel lancé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Culturellement toujours parlant, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop vient de recevoir à Ségou une distinction des ambassadeurs du Fonds africain pour la culture. Le Mali honoré, félicité ainsi pour la promotion de son patrimoine. La 8e édition du Forum international du commerce à Istanbul en Turquie, ça sera du 19 au 24 mars prochain. L'annonce a été faite à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Lancement du plan de réponse humanitaire 2023 pour cette année. Il sera question de synergie d'action entre les différents acteurs pour une meilleure efficacité. Nous sommes vendredi 3 février. Bonsoir à tous. La capitale des Balanzans, au rythme de la 19e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. L'ouverture officielle a été faite hier jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement. Pour Choguel Kokala Maïga, le festival sur le Niger est un immense chantier qui vient renforcer les liens d'amitié, de fraternité entre les peuples et valoriser davantage la culture malienne. Oui, il faut savoir que les acteurs de 32 pays prennent part à ce rendez-vous culturel. Ramata Konaté, Karama Ouatraoré, Aliou Touré, reportage. Le Premier ministre donne ainsi le ton à Ségou Art Festival sur le Niger. Le Mali, fort de sa richesse et diversité culturelle, s'ouvre officiellement aux milliers de visiteurs et d'acteurs culturels. La 19e édition du Festival sur le Niger montre un pan de ce trésor à travers des rencontres, expositions d'art, foires, découvertes de jeunes talents en musique, entre autres. Le tout est placé sous le thème patrimoine et créativité et sous le haut patronage du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il est représenté ici par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. La tenue de ce festival nous honore et nous réconforte dans la mesure où elle participe de la mise en œuvre de la politique nationale culturelle dont l'un des objectifs stratégiques majeurs est de faire des industries culturelles un levier de développement, de création d'emplois, un facteur de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Cette année, des acteurs culturels et des visiteurs de 32 pays prennent part à cette rencontre, preuve de l'ouverture du Mali au monde entier. Le Mali, c'est la terre de tout le monde, tous ceux qui le respectent. Je voudrais vous transmettre, mesdames, messieurs, à tous ceux qui sont présents ici et à travers vous, à tous les Maliens, les salutations fraternelles du président de la transition, à tous nos hôtes, pour l'honneur qu'ils nous font de participer à ce festival. S'inspirer de notre culture pour bâtir un Mali fort, uni et prospère, c'est la voie tracée et empruntée par les autorités de la transition, à en croire le chef du gouvernement. Et le président de la transition a l'habitude de dire au ministre, les Malikoura dont tout le monde parle, le Malikoura auquel tout le monde rêve, c'est d'abord dans la tête. Dans la tête, c'est la culture. C'est dans sa culture que chaque peuple puise sa faculté d'innover et sa volonté d'entreprendre. Je viens de dire que c'est dans notre culture que nous avons puisé cette force pour réveiller notre peuple qui était tombé, qui était piétiné par d'autres. C'est dans la culture qu'on a trouvé les ressources morales, physiques, matérielles pour redresser ce malade. Il est déjà debout, nous voulons le faire marcher et courir. Cette cérémonie de lancement officiel offre l'occasion au Premier ministre de rendre hommage aux organisateurs du festival sur le Niger pour l'importance de cette rencontre et son apport à l'économie locale et nationale.
Faire marcher, courir, la culture. Moi, je vous embarque avec Mali Tourisme dans Ségou Falitour. L'activité consiste à visiter les merveilles de la capitale dans la pure tradition du pays, une charrette tirée par un âne. Une façon pour les organisateurs de faire, d'une part, la promotion de notre identité culturelle, un des éléments importants du programme du festival sur le Niger, d'autre part, la promotion du tourisme domestique en réponse aux défis sécuritaires. Oronichino. Ségou Falitour, une activité du festival sur le Niger qui a fait son chemin depuis 2020, s'inscrit dans la promotion de la culture malienne. La charrette de mobilité attraction d'âne faisant partie de l'identité culturelle de Ségou. Mali Tourisme entend ainsi préserver ses biens précieux à travers le festival sur le Niger. C'est aller à un équilibre entre les activités organisées la nuit et également les activités organisées dans la journée. C'est pour davantage inciter le public qui vient un peu de tous les horizons de découvrir Ségou. La randonnée à laquelle nous avons assisté, vous voyez que de bonheur pour les populations de Ségou. Comme pour dire que quand on a notre culture entre nos mains, nous pouvons aller très loin. Une des motivations pour préserver Ségou Falitour est sa réponse à la crise sécuritaire qui ébranle le secteur du tourisme, chose que l'UNESCO apprécie à juste titre. Je ne peux que féliciter vraiment le département du tourisme qui fait un effort considérable à travers des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir, le secteur du tourisme a résisté. Le secteur du tourisme est resté résilient malgré tous les défis que le pays a traversés. Et nous commençons déjà à voir un peu l'horizon, la lueur vraiment qui commence à luire pour ce pays. Notre culture demeure toujours notre richesse intarissable. C'est une chose qui est extraordinaire. Ça nous rappelle de nos arrières. Donc c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Plus d'une centaine de charités sont ainsi mobilisées pour cette troisième édition du Ségou Falitour. Ségou toujours à l'honneur dans cette édition. Retrouvons cette fois-ci notre chef de la diplomatie. Abdoulaye Diop vient de recevoir une distinction des ambassadeurs du Fonds africain pour la culture. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le Fonds africain pour la culture? C'est tout simplement un fonds qui représente la souveraineté culturelle du continent. Plus d'explications avec Cheikh Oumar Sangari. Le Fonds africain pour la culture célèbre annuellement ses ambassadeurs, des ambassadeurs composés d'artistes et autres amis des arts et de la culture qui reçoivent ici des attestations et trophées pour leur contribution inestimable à l'alimentation du fonds. Le concept du Fonds africain pour la culture est un concept unique. Sa particularité, c'est qu'il se nourrit de l'imaginaire de nos grands artistes. Ce fonds a été constitué à la base par la donation des artistes dans une dynamique de professionnalisation du secteur de la culture en Afrique. Parmi les ambassadeurs du fonds, il y a le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, un soutien de longue date et un grand ami de la culture. C'est la première distinction que je reçois du monde de la culture. Je suis ému et très touché. Ce fonds, pourquoi je pense qu'il est important? Ce fonds est domicilié chez nous, ici au Mali. Et peu d'entre nous savons que le Mali abrite le siège du Fonds africain de la culture et que c'est quelque chose d'important, de stratégique pour le continent africain. Nous devons pouvoir valoriser ça. La deuxième chose, c'est le concept même. Parce que quand nous travaillons ensemble, j'ai vu que ce sont des artistes qui eux-mêmes ont décidé de tirer d'autres artistes et artisans pour qu'ils puissent réussir. L'idée du Fonds africain pour la culture est née aux Seychelles et concrétisée au Mali en février 2018. Depuis, près de 350 projets ont été financés pour plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés. Aujourd'hui, nous demandons à tous les artistes, quel que soit le secteur, que ce soit la musique, la danse, le théâtre, que tous contribuent pour que le fonds puisse s'agrandir, pour que le fonds puisse donner plus d'occasions de financement aux jeunes artistes africains. Avec le Fonds africain de la culture, la souveraineté du financement de la culture africaine est en marche. Ce dîner gala est soutenu par le son de l'instrument mythique du continent, la kora. Voilà, on doit être à Ségou.
Retour à Bamako, journée nationale de la diplomatie russe. L'ambassadeur de Russie au Mali a organisé une réception pour l'occasion. La coopération russo-malienne saluée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara et plusieurs hautes personnalités. Mariam Kone, Aloubé Kone, compte rendu. Instituée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en 2002, la Journée nationale de la diplomatie est une fête des diplomates russes travaillant dans les ambassades du monde entier. Ces diplomates travaillent souvent dans un environnement politique très difficile. Les diplomates russes avons toujours promu un agenda positif visant à joindre nos efforts à ceux qui partagent les mêmes idées pour trouver une solution juste aux problèmes internationaux communs sur la base d'un juste équilibre des intérêts. Une telle politique, fondée sur les normes universelles reconnues du droit international et surtout sur les principes de la Charte des Nations Unies, bénéficie d'un large soutien au sein de la communauté internationale. Cela nous permet de développer une coopération égale et mutuellement bénéfique avec des États amis en Afrique, en Eurasie et en Amérique latine. Dans cette coopération avec les pays en développement, le Mali occupe une place de choix, renchérit l'ambassadeur. Avec le Mali, nous avons une coopération étroite et mutuellement respectueuse. La coopération dans les domaines politiques, militaires, commercial, économique et humanitaire se développe. L'année dernière, 2 conversations téléphoniques ont eu lieu entre le président russe Vladimir Poutine et le président malien, le colonel Assimi Goïta, ainsi que 2 rencontres entre nos ministres des Affaires étrangères. À noter que plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. Vive l'amitié russo-malienne! Le président du Conseil national de la transition est arrivé cet après-midi en Guinée-Conakry. Le colonel Malick Diaw répond ici à une invitation de son homologue à participer aux festivités de l'an du CNT de la Guinée-Conakry. Au-delà, l'occasion c'est la mise à profit pour parler des défis communs dont la lutte contre le terrorisme et la bonne marche de la transition dans les 2 pays. Les délégations du Burkina Faso et du Tchad seront également présentes. Nous écoutons le président du CNT, le colonel Malick Diaw, à son arrivée à Conakry, au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Seydou Sissoko. La réaction donc du colonel Malick Diaw à son arrivée en Guinée-Conakry au cours de cette édition. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation pilote le séminaire sur la méthodologie de suivi et évaluation des ANR. Boubacar Kanouté pour plus d'explications. Le cadre stratégique de la refondation de l'État a pour objectif général d'assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Ce présent séminaire est considéré comme un déclic en matière d'évaluation des acquis et des recommandations faites par les Maliens et les Maliennes pendant les ANR. C'est un défi, une lourde responsabilité que les citoyens et citoyennes du Mali nous confient à travers le chef de l'État. Pour ce faire, il convient de rappeler qu'un système de suivi-évaluation est l'ensemble des composantes en interaction permettant d'orienter un projet, un programme ou une institution en fonction de sa finalité et en adéquation avec des valeurs. Les attentes des Maliens de tous bords en termes d'innovation, de refondation devront se concrétiser au grand bénéfice de tous, fruit des efforts conjugués. Les dispositifs de mise en œuvre au niveau gouvernemental est à pied d'œuvre. Au début, il était balbutiant, mais aujourd'hui, nous pouvons affirmer que par une forte implication des secrétaires généraux des départements ministériels avec leurs collaborateurs, les comités techniques de coordination fonctionnent à souhait. Commencer la mise en œuvre pour certaines actions de plus de 70 actions autres que vous avez dénommées actions d'anticipation. Et je pense que c'est
déjà plus de 50% des actions du cadre stratégique de la refondation de l'État qui connaissent aujourd'hui une mise en œuvre ou un début de mise en œuvre pendant la période de transition. Les secrétaires généraux des ministères sont en première ligne de cette formation car ils constituent des figures majeures de la refondation. Un État fort, un État viable et un État dont la philosophie est partagée par l'ensemble des Maliens. Et c'est surtout ça la refondation. C'est aller sur de nouvelles bases pour asseoir des institutions solides et que la gouvernance soit vertueuse et que les Maliens se reconnaissent dans leurs institutions. Les réflexions ont porté sur 5 axes stratégiques comme la gouvernance, les réformes politiques, la défense, le capital humain, le JAR, la paix et la réconciliation, entre autres. L'organe chargé de l'organisation et de la gestion des élections poursuit sa rencontre de prise de contact avec les acteurs. Après la classe politique dans toutes ses composantes, c'est au tour de la société civile d'être rencontrée par l'EJ. C'est là dans la dynamique de l'inclusivité prônée par les autorités de la transition. Les détails avec Aridjou Matina. L'autorité indépendante de gestion des élections dans la dynamique des échanges pour l'atteinte des objectifs a rencontré les organisations de la société civile, un des partenaires pour la parfaite réussite du processus. Nous avons une grande expérience de ce que la société civile peut apporter en termes de contribution, en termes de veille, en termes de surveillance du processus électoral. La société civile malienne doit être un partenaire incontournable dans la réussite des élections que nous apprêtons à organiser dans ce pays. Incontournable pour la simple raison que vous avez les compétences, vous avez les maîtrises, et incontournable aussi parce que c'est de vos critiques, c'est de vos suggestions, de vos propositions que l'EJ pourra améliorer la qualité de ses prestations dans le cadre de ce processus électoral. S'agissant des prérogatives de la nouvelle structure, son président rassure et lève tout équivoque sur le rôle du comité de pilotage, un instrument d'appui du ministère de l'administration territoriale. Qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, donc de l'administration territoriale de façon générale, qu'il n'y a aucune volonté, ni d'accaparement, ni de tentative de se substituer à l'EJ. Ce qui nous conforte dans l'existence de cette autorité indépendante et du fait que la volonté non seulement des partis politiques, de la société civile et de l'État lui-même, des entités administratives, est de permettre l'organisation d'élections transparentes, justes, équitable par un organe indépendant qui sera à équidistance de tous les centres d'intérêt, de tous les centres de pouvoir. La société civile, lors de la rencontre de prise de contact, a posé des questions et également donné des conseils sur certains points pour la bonne marche du processus. Nous, en tant que société civile, nous ne pouvons qu'apprécier une telle prise de contact parce que nous avons beaucoup à donner, nous avons beaucoup à critiquer et nous avons beaucoup à proposer pour que ça aille dans le même sens. Parce que nous avons le défi de réussir. C'est une rencontre que j'ai beaucoup appréciée. Les participants ont posé des questions très pertinentes sur le chronogramme, sur la mobilisation des ressources, sur les présidents de bureaux de vote. Par rapport au processus électoral, il y a toutes sortes de questions qui ont été posées et auxquelles la délégation de l'EJ a bien voulu apporter des éléments de réponse. Nous avons dit au collège de l'EJ que pour nous, l'article 4 de la loi électorale donne la plénitude à l'EJ de donner un chronogramme électoral. On sait que le gouvernement avait donné un chronogramme électoral pour sortir d'embargo qui pesait sur le pays, mais aujourd'hui c'est l'autorité indépendante de gestion des élections qui a la plénitude d'organiser les élections du Mali. Donc il y a les pleins pouvoirs pour la gestion des élections. Demandé par la majorité de la société civile et de la classe politique, le nouvel organe chargé d'organiser et de gérer les élections entend multiplier ces genres de rencontres d'échange et de partage d'idées. Et en parlant justement d'élections, il faut d'abord et surtout se faire enrôler pour obtenir la carte d'identité biométrique sécurisée. Ici, à l'ERTM, une équipe de la solution biométrique pour l'Afrique était hier jeudi sur place pour l'enrôlement du personnel à l'initiative des responsables de l'office avec à leur tête le directeur général Hassan Baba Diombele. Jules Sambo Sissoko nous en parle.
Dans le cadre de l'opération d'enrôlement biométrique pour l'obtention de la carte d'identité biométrique sécurisée, une équipe de solutions biométriques pour l'Afrique, SBA, est à l'ORTM pour l'enrôlement des agents. L'équipe vérifie, complète et met à jour les données de la carte NINA. Il s'agit de changer les photos. Il y a certaines personnes aussi qui ont changé aussi de résidence aussi, qui ont des problèmes de nom, prénom. Avec la carte AMO, il y a la carte NINA ici. Le récépissé aussi d'enrôlement aussi fait partie. Il y a la carte de la gare aussi. Trouver une équipe chargée des opérations d'enrôlement de la carte biométrique sur place ici nous permet non seulement de faciliter l'enrôlement de nos agents, mais surtout de gagner en temps aussi. Le directeur général de l'ORTM accorde toute l'importance à cette vaste opération qui cadre avec la vision des plus hautes autorités de la transition. C'est un processus qui a été entamé par nos autorités de permettre à tous les citoyens disposant de documents carte NINA de les mettre à jour et de permettre aux citoyens après d'avoir la carte d'identité biométrique. C'est un processus très important. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une phase où nous avons une année électorale qui s'ouvre. Il est important pour les citoyens d'avoir vraiment un document de base qui va leur permettre vraiment de participer à tous les scrutins qui vont venir. Donc je salue vraiment ce processus. Vous avez vu l'engouement, tous les agents sont mobilisés justement pour passer ce test-là. Les agents de l'ORTM sont bien imprégnés de ce processus d'enrôlement biométrique. Du 19 au 24 mars prochain, Istanbul, en Turquie, abritera la 8e édition du Forum international du commerce. Le lancement de ce rendez-vous d'affaires a été fait ici, à Bamako, par les organisateurs, cités à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Abdulkarim Kaba nous édifie sur le contexte, les conditions et le but de ce forum. Pour fortifier les relations économiques et commerciales entre la République de Turquie et celle du Mali, que se tiendra la 8e édition du Forum international du commerce à Istanbul. Cet espace est un cadre d'échange et de partage commercial. Ce forum d'affaires de 2 jours se tiendra à Istanbul du 21 au 22 mars. Il est ouvert à tous les secteurs. Plus de 400 fabricants de Turquie viendront de toutes les villes. 1500 hommes d'affaires d'Afrique participeront à ce forum. Le forum d'Uluseyi se tiendra pour la 8e fois cette année. Cette cérémonie de lancement est donc une occasion de magnifier les opportunités en termes d'affaires, mais également d'expliquer les conditions de participation. Cette présence turque au Mali et cette invitation est la preuve que le Mali est loin d'être isolé, d'où la satisfaction du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Malgré nos difficultés, malgré ce qui se dit comme négatif sur notre pays, et que nous sommes un peuple résilient, que nous sommes debout et que nous nous battons pour relever le défi. Et c'est cet esprit qui nous anime à toutes les occasions et c'est pour cela que nous ne manquons pas d'occasion lorsque nous sommes invités sur la scène internationale de faire de notre mieux pour que le Mali brille. Saluant la coopération et l'excellente relation entre le Mali et la Turquie, la conseillère technique du ministre de l'Industrie et du Commerce appelle les opérateurs économiques à participer massivement à ce forum d'affaires. À toutes les organisations qui sont là, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les industriels, je les invite à saisir cette opportunité d'investissement parce que partout il a été établi que c'est le secteur privé qui est le moteur du développement. Cette cérémonie de lancement a été saisie par l'ambassade de la République de Turquie au Mali de réaffirmer sa disponibilité et son engagement aux opérateurs maliens. Notons que la 8e édition du Forum international du commerce à Istanbul aura lieu du 19 au 24 mars prochain. Informer et sensibiliser sur les bonnes pratiques de cohabitation entre agriculteurs et pasteurs au Mali, c'est l'objectif d'un forum national démarré ce jeudi. Aliou Abdoulaye Touré nous en parle. Selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, plus de 60% des conflits enregistrés au niveau des tribunaux relèvent des ressources naturelles, notamment le foncier agricole, les rapports souvent difficiles entre éleveurs et agriculteurs. Face à ces constats, l'ONG Azaher et ses partenaires initient le présent forum pour renforcer l'appropriation par les acteurs des bonnes pratiques de cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Le consortium Azaher-AFAD
a voulu, avec les différents acteurs, créer ce forum pour susciter des échanges, mais surtout partager des bonnes pratiques de cohabitation en guise de contribution à la cohésion sociale et à la paix. Ce forum regroupe les éleveurs, les agriculteurs, les organisations paysannes et les maires des communes d'intervention de l'ONG Azaïr. La finalité recherchée est d'instaurer une paix durable et le vivre ensemble entre communautés. À titre de rappel, depuis 2014, le PBF a approuvé plus de 74 millions de dollars, soit environ 44 milliards 500 millions de francs CFA pour la consolidation et la pérennisation de la paix au Mali. Les autorités maliennes et leurs partenaires sont mobilisés pour mettre en œuvre plusieurs initiatives afin d'apaiser la cohabitation entre les utilisateurs de l'espace agropastoral et de renforcer la paix et le vivre ensemble entre tous les fils et filles du Mali. 2 jours durant, les participants échangeront sans complaisance sur les bonnes pratiques de cohabitation entre agriculteurs et pasteurs du Mali avant de produire des conclusions. Et nous avons ce communiqué de presse de la Haute Autorité de la Communication relatif à la publicité sur les médicaments non conventionnels en République du Mali. Il nous a été donné de constater avec regret la diffusion intempestive de messages publicitaires sur certains médicaments non conventionnels appuyés par des commentaires mensongers. De tels messages détournent les populations des structures sanitaires qualifiées avec des conséquences graves sur la santé des malades. La Haute Autorité de la Communication rappelle à tous les organes de presse, à toutes les agences de communication et à toutes les régies publicitaires que la publicité sur les médicaments est strictement encadrée en République du Mali par la loi numéro 20-17-017 du 12 juin 2017 fixant le régime de la publicité et l'arrêté numéro 2018-4281 MSHP-SG du 7 décembre 2018 fixant les conditions de publicité relatives aux médicaments à usage humain et autres produits pharmaceutiques. En effet, en vertu des dispositions des textes précités, notamment l'article 28 de la loi numéro 2017-017 du 12 juin 2017 fixant le régime de la publicité, toute publicité de produits pharmaceutiques ou de pharmacopée doit au préalable obtenir un visa délivré par les ministères en charge de la santé et de l'élevage. Ce visa est suspendu si la publicité est jugée mensongère. En conséquence, la HAC invite tous les intervenants du secteur à une observance stricte de cette disposition sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par les lois règlement. Synergie d'action entre les différents acteurs pour une meilleure efficacité, c'est le but visé cette année par le plan de réponse humanitaire 2023. Le commentaire est signé Bemba Sibi. Près de 40 milliards de francs CFA, c'est le coût du plan de réponse humanitaire 2023 qui vient d'être lancé. Ce plan devra permettre d'assister plus de 5 millions de personnes en situation de vulnérabilité. Sauver et préserver la vie et la dignité des personnes ayant des besoins critiques dans les zones de crise. Deuxième objectif, il s'agit d'assurer un accès minimal et équitable de la population aux services sociaux de base et des conditions de vie. Le troisième objectif s'articule sur le besoin de renforcer la préparation aux urgences des ménages vulnérables affectés par les chocs dans les zones de crise. Je saisis cette occasion pour remercier tous les donateurs. Je les invite à rester engagés au Mali en allouant davantage de fonds flexibles aux agences des Nations Unies et aux ONG nationales et internationales. D'autant plus qu'en 2022, malgré les efforts significatifs de l'État et de ses partenaires, les besoins restent croissants et l'élaboration de ce plan de réponse humanitaire permet de créer une synergie d'action entre les organismes du système des Nations Unies, les ONG nationales et internationales et les services techniques de l'État. Ce plan cadre parfaitement aussi avec la stratégie globale du gouvernement du Mali face à la réponse aux différents défis humanitaires dans le contexte marqué par la crise sécuritaire, de remercier et de féliciter les communautés
pour leur résilience. À noter que ce plan est le fruit de longues consultations inclusives avec les représentants de communautés, la société civile, les services techniques de l'État, les acteurs humanitaires et les partenaires au développement. Échange entre une délégation du HCR et les autorités régionales de Taoudéni. Plusieurs sujets abordés dont la situation humanitaire. Le chef de la délégation réitère la disponibilité de l'organisation à accompagner les autorités pour la restauration de l'État en 9e région. Écoutons Mohamed Askia Touré, représentant résident du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Mali. Il est au micro de Cherfi Moulay. Nous avons en charge la protection des milliers d'individus qui sont originaires de cette région, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations de demande de protection. Et vu que notre mandat couvre ces demandes de protection, donc nous sommes là aussi pour réitérer notre disponibilité pour couvrir ces régions-là. Nous sommes ravis d'avoir été reçus avec beaucoup d'hospitalité et de chaleur par les autorités. Donc au-delà de cela, je pense que nous allons aussi rencontrer les populations originaires de Sabdinite qui sont présentes dans la ville de Tombouctou, dans les environs, et voir avec elles dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre protection à leur endroit. La ville de Sévaré a désormais sa nouvelle brigade territoriale de gendarmerie. Plus de 169 millions de francs CFA déboursés par la République fédérale d'Allemagne à travers la MINUSMA pour renforcer les capacités fonctionnelles et opérationnelles de la gendarmerie nationale. Boubacar Sankaré, correspondance. La brigade territoriale de gendarmerie de Sévaré fait peau neuve. Elle a été construite et équipée de matériel informatique et de moyens roulants grâce à la coopération allemande à travers la MINUSMA dans le cadre du Fonds fiduciaire de l'ONU d'appui à la paix et à la sécurité au Mali. La remise officielle de ce projet rentre dans le cadre non seulement de l'exécution du mandat confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la MINUSMA en vue d'accompagner le Mali vers une sortie de crise sécuritaire, mais aussi participe à l'appui au retour de l'autorité de l'État au centre. Le montant chiffré du projet s'élève à plus de 169 millions de francs CFA et comprend un bloc administratif, un poste de police, une salle d'accueil et d'orientation du public, un mur de clôture, un forage de 10 000 litres avec alimentation sur panneaux solaires et un système de vidéosurveillance. Avec ce joyau, la gendarmerie va atteindre les objectifs suivants selon le chef de l'exécutif régional. Renforcer les capacités fonctionnelles et opérationnelles de la gendarmerie nationale en vue d'améliorer le dispositif local de sécurité. Favoriser le redéploiement progressif des forces de sécurité maliennes et restaurer l'autorité de l'État. Restaurer l'image des forces de sécurité maliennes à l'endroit de la population. Assurer une meilleure protection des civils dans le cercle de Mopti. Rappelons que de 2015 à nos jours, la 6e région de gendarmerie de Mopti a bénéficié de plusieurs projets de la MINUSMA, au nombre desquels 14 projets clôturés et 5 en cours d'exécution. Sur un tout autre plan, conférence annuelle de presse de B2Gold Mali, la société minière présente notamment à Fekola et Menakoto. Jules Sambo Sissoko, reportage. Nous sommes satisfaits des résultats enregistrés en 2022 par notre société B2Gold Mali. C'est en ces termes que le président exécutif Cliff Johnson a introduit la conférence de presse annuelle de B2Gold Mali. La production globale d'or de la société est de 1 27 874 onces en 2022. La seule mine de Fekola dans le cercle de Kinyeba a produit 600 000 onces, a précisé le président exécutif Cliff Johnson de B2Gold Mali. Donc en effet, Fekola a produit à elle seule près de 600 000 onces, donc à peu près 17 tonnes d'or en 2022. Donc nous sommes encore très satisfaits de ces résultats obtenus en 2022. Une des choses les plus importantes que nous avons pu réaliser depuis que nous sommes présents au Mali, c'est notre contribution à l'économie. En 2022, B2Gold a versé près de 228 milliards de francs CFA au gouvernement du Mali. Depuis que la société est active au Mali en 2016, la société a versé environ 813 milliards de francs CFA au gouvernement mali.
Selon le directeur des opérations de la société canadienne, William Little, B2Gold a versé à l'État malien 228 milliards de francs CFA en 2022 et investi 4 milliards dans les projets communautaires au bénéfice des populations riveraines des 3 mines actives de B2Gold Mali. Le maintien et l'entretien d'une relation positive et constructive avec le gouvernement de la République du Mali et avec le peuple malien en général est d'une extrême importance pour B2Gold. Dans cette dynamique, nous sommes toujours guidés par nos valeurs d'équité, de respect, de transparence et de responsabilité. Cette approche responsable concerne toutes nos relations et s'agisse d'un haut responsable de l'administration, d'un employé de la société ou tout simplement d'un membre d'une communauté où nous opérons. La société emploie 2684 Maliens, dont 8% de personnel féminin, ont indiqué les responsables de B2Gold. Les questions ont essentiellement porté sur la protection de l'environnement et le code minier malien. Les conférenciers ont bien précisé que la société est respectueuse des mesures environnementales et entretient de bonnes relations transparentes avec le gouvernement du Mali. En 2023, B2Gold Mali ambitionne de créer une nouvelle usine à Fekola et d'atteindre une production globale d'or de 900 000 à 1 million onces par an. Conseil d'administration à Djidjan de la société minière Barrick, Benogo Fofana, Lassana Keita pour les détails. Le bilan de l'année 2022 à l'étude de ce conseil d'administration du complexe minier Lolo Gunkoto de Barrick, les administrateurs réunis autour du président directeur général Marc Bristow ont passé au peigne fin le document. L'année 2022 a été une année de défis. Les objectifs de production ont été atteints, mais seulement avec un coût quand même assez élevé. Pour rappel, vous savez qu'on a été sous sanction. En 2022, Barrick a contribué à hauteur de 829 millions de dollars, soit plus de 49 milliards de francs CFA à l'économie malienne sous forme d'impôts, de redevances, entre autres. En termes d'emploi local et du respect du code minier, le complexe minier Lolo Gunkoto de Barrick est en phase avec la vision des plus hautes autorités du Mali. Pour nous, l'emploi local fait partie en fait du concept du contenu local où on voit que seulement c'est la fourniture des biens et services. Nous avons été pionniers dans ce domaine, c'est pourquoi toute la direction de la mine de Lolo Gunkoto est malienne à 100% et aussi cette même mine a quand même souci d'employer que des locaux et on a 96% d'emplois locaux qui sont assurés par des Maliens de nationalité. Pour cette année 2023, le complexe minier Lolo Gunkoto a en perspective le démarrage des travaux d'abattage de la 3e mine souterraine à Gunkoto et l'exploitation minière à ciel ouvert de l'extension Yalea Sud, entre autres. En marge de ce conseil d'administration, le président directeur général Marc Bristow a remis 2 chèques géants de 10 000 $ américains, soit 10 millions de francs CFA, à 2 entités de bienfaisance de la région de Caïa. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le Forum des organisations de la société civile dénonce les propos de Aminata Diko, présenté comme représentant de la société civile du Mali à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali. Le communiqué précise que ni la structure de Aminata Diko ni elle-même ne pourrait représenter sous quelque titre que soit le Forum des organisations de la société civile. Et ce communiqué de la CNDH, au terme de l'article 13 du décret numéro 2020-008 PRM du 18 février 2020, fixant les modalités d'application de la loi relative aux défenseurs des droits de l'homme, la CNDH est chargée d'assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme. À ce titre, la Commission nationale des droits de l'homme est de plus en plus préoccupée et inquiétée par rapport à certains propos véhiculés sur les réseaux sociaux incitant à la haine et à la violence contre les défenseurs des droits de l'homme. 4e session du conseil d'administration de l'hôpital de dermatologie de Bamako. La session porte sur l'examen du rapport d'activité de 2022, le projet de budget et le plan opérationnel 2023, nous précise Abdulkarim Kaba. La formation, l'équipement et des soins de qualité par des professionnels, telles sont les missions de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Les chiffres témoignent de cette avancée significative de l'hôpital. Plus de 300 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés. Environ 700 personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement suivies à l'hôpital de dermatologie pour le dépistage des cancers cutanés et les conseils
de photoprotection. Plus de 200 agents de santé ont été formés à travers le pays et nous avons apporté à distance des soins à plus de 5000 malades à travers le pays dans 90 formations sanitaires qui sont désormais connectées à l'hôpital de dermatologie. Selon les administrateurs, en matière de financement, l'hôpital de dermatologie de Bamako a pu réaliser 38 projets sur une prévision de 77, soit une hausse de 148%. Sur une prévision initiale de 3 milliards 387 794 942 francs CFA, au titre du budget global de l'année 2022, l'hôpital de dermatologie a mobilisé 2 milliards 732 797 747 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 80%, et exécuté la somme de 2 milliards 363 999 663 francs CFA, soit un taux d'exécution de 86%. L'hôpital de dermatologie de Bamako a eu d'autres débouchés. Ça a permis à l'hôpital d'attirer les investissements, qui a permis la rénovation de bâtiments, l'acquisition d'une importante quantité de matériel médical, la réalisation d'une centrale de production d'oxygène, l'ouverture d'une unité de réanimation et enfin, la toute dernière, l'ouverture d'une unité de tomodensitométrie de scanner. La réalisation du bloc de consultation et du bureau des entrées qui est le fruit de la convention de partenariat que nous avons signé sous votre autorité, avec votre onction, avec la Fondation Pierre Fabre. Au titre de l'année 2023, l'établissement sanitaire, l'hôpital de dermatologie de Bamako, compte poursuivre la mobilisation des ressources, la demande du personnel qualifié, l'amélioration de la gouvernance et la diversification de l'offre de soins dans le respect de ses missions. La présente session a été également saisie par les administrateurs pour effectuer une visite sur le chantier du bloc des entrées et des consultations. Le Centre national de transfusion sanguine tient la 34e session ordinaire de son conseil d'administration. Le projet de budget en 2023 s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'1,5 milliard de francs CFA, nous disent Barakissa Ouattara et Adama Kamara. Le Centre national de transfusion sanguine a enregistré en 2022 plus de 66 000 dons de sang, soit une progression de 12% par rapport à l'année 2021. Quant à la proportion de dons volontaires, elle est de 22%, un chiffre en deçà de l'objectif assigné par l'OMS qui recommande 80 à 100% de dons volontaires pour assurer l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine. Malgré la difficulté en 2022, le CNTS n'a enregistré aucune rupture d'intrants de transfusion sanguine, poche de sang et réactifs de sécurité transfusionnelle et a renforcé le maintien de la chaîne du froid grâce aux appuis du ministère de la Santé et du Développement social par l'acquisition d'un groupe électrogène de 165 kVA et la dotation en intrants de transfusion. Pour assurer la disponibilité des produits sanguins, le projet de budget du CNTS a connu une augmentation de plus de 47%. Le projet de budget du CNTS en 2023 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 575 245 000 francs CFA contre 1 68 864 000 francs CFA en 2022. Soit une augmentation de 47,38%. La subvention de l'État inclut une ligne budgétaire en investissement d'un montant de 500 millions de francs CFA. Ce qui permettra au CNTS de réaliser des travaux de réhabilitation et d'extension afin de disposer d'un environnement de travail répondant aux normes de qualité, de sécurité et de confidentialité. Remise de matériel et équipements de santé au centre de santé du pôle de développement de Bougouni. Une remise du conseil régional de Sikasso qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la collectivité région de Sikasso et la coopération danoise. Moustapha Doumbia, Amadou Doulou. C'est un ensemble d'équipements et de matériels médicaux destinés au centre de santé du pôle de développement de Bougouni, constitué des cercles de Bougouni, Kolondjeba et Anfolila.
Fruit d'un long processus, cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du document d'engagement de développement, DED, adossé au programme pays 2017-2022 de la coopération danoise, dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance démocratique et inclusive par le renforcement de la participation citoyenne et les prestations de services au niveau local. L'appui composé d'équipements médicaux, de mobilier et de matériel est remis à 4 centres de santé de référence, 4 centres de santé communautaires et un poste avancé de chirurgie obstétricale. La bonne réussite de la santé, c'est en fonction du plateau technique. Aujourd'hui, les bénéficiaires de ces équipements et de ces fournitures savent que leur plateau technique est maintenant garni. D'abord, nous remercions les partenaires danois qui viennent de montrer encore une fois que le Mali a des amis. Parce que c'est en cas de difficulté qu'on reconnaît les amis. Aujourd'hui, le Mali est dans des problèmes. Voilà l'ami danois qui vient nous soutenir pour tout ce qui est équipement des centres de santé et des CCRF. Cet appui, dont le coût est de 242 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la collectivité région de Sigasso et la coopération danoise. Faisons ensemble le point Covid de ce 3 février 2023. 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 5 personnes sont sous traitement pour protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Et pour rappel, avant de fermer ce journal, le président du Conseil national de la transition est arrivé cet après-midi en Guinée-Conakry. Le colonel Malick Diao répond ainsi à une invitation de son homologue à participer aux festivités de l'an du CNT de la Guinée. Au-delà, l'occasion sera mise à profit pour parler des défis communs comme la lutte contre le terrorisme et la bonne marche de la transition dans les deux pays. Les délégations du Burkina Faso et du Tchad seront également présentes. Le président du CNT, le colonel Malick Diao, est donc bien arrivé à Conakry, nous signalent nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Seydou Sissoko qui nous feront le point dans nos éditions donc de demain. À suivre dans nos programmes ce soir, un magazine sur les missions et les acquis du comité de suivi des recommandations des assises nationales de la refondation. Et le RTM vous propose demain, juste après samedi loisir, l'intégralité de la cérémonie de présentation au drapeau de la 3e cohorte du service national des jeunes. Cérémonie présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, cité hier jeudi. Ce journal prend fin ainsi. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite un agréable week-end. Et grand merci aux téléspectateurs de Ségou ou Bas-son-Plein, le festival sur le Niger. À demain 20h. Bonsoir à tous.